Dans l'appartement du 8e étage, où Marie-Claire Dubois avait espéré trouver la paix, le silence semblait vibrer d'une attente malsaine. Elle pressait sa paume contre la cloison, sentant sous ses doigts les pulsations sourdes de la vieille bâtisse parisienne. 8 mois qu'elle et son mari Vincent avaient fui leur précédent logement à cause des nuisances nocturnes inexplicables. Et voilà que les mêmes manifestations recommençaient. Le phénomène avait d'abord été subtil, presque imperceptible. Des craquements dans les murs pendant la nuit, comme si la structure elle-même respirait. Marie-Claire s'était d'abord convaincue qu'il s'agissait des dilatations normales d'un immeuble haussmannien. Mais les bruits avaient évolué, gagnant en complexité et en insistance. Vincent, architecte de formation, avait d'abord tenté des explications rationnelles. Les canalisations vieillissantes, les variations de température, les mouvements de terrain. Il avait même fait venir un expert qui n'avait rien décelé d'anormal. Pourtant, chaque nuit, à partir de 23 heures précises, les manifestations reprenaient. Ce n'étaient plus seulement des craquements. Des chuchotements semblaient filtrer à travers le plâtre, comme si des voix étouffées tentaient de percer la matière. Marie-Claire distinguait parfois des syllabes, des fragments de mots dans une langue qu'elle ne parvenait pas à identifier. L'appartement qu'ils occupaient maintenant avait appartenu à une vieille dame, Madame Rousseau, décédée 3 mois avant leur emménagement. Les voisins l'avaient décrite comme une personne discrète, presque invisible, qui vivait là depuis plus de 40 ans. Elle avait été retrouvée morte dans son lit, apparemment de cause naturelle. Madame Pelletier, la concierge, avait mentionné en passant que Madame Rousseau parlait parfois seule, surtout la nuit. Elle avait des conversations avec quelqu'un, avait-elle confié à Marie-Claire. On l'entendait répondre à des questions que personne ne posait. Une semaine après cette révélation, Marie-Claire avait découvert dans le placard de la chambre une boîte de photos oubliée. Les clichés montraient Madame Rousseau à différentes époques de sa vie, mais un détail troublant ressortait sur plusieurs images récentes. Derrière elle, dans les reflets des miroirs ou des vitres, des formes floues semblaient l'accompagner. Des silhouettes qui ne correspondaient à aucune autre personne présente au moment de la prise de vue. Vincent avait balayé ses observations d'un haussement d'épaule. Des défauts de développement, avait-il déclaré. Mais Marie-Claire avait remarqué qu'il évitait désormais de regarder les photos de trop près. Elle avait aussi noté qu'il préférait maintenant dormir avec la lumière du couloir allumée. Les manifestations nocturnes s'intensifiaient progressivement. Au chuchotement s'ajoutaient maintenant des grattements, comme si des ongles tentaient de percer la cloison de l'intérieur. Le bruit suivait un rythme régulier, hypnotique, qui rappelait étrangement un code morse. Marie-Claire avait même tenté de le déchiffrer, mais les séquences ne correspondaient à aucun message cohérent. Une nuit de février, particulièrement froide, elle avait été réveillée par un nouveau phénomène. Au lieu des habituels grattements, elle entendait distinctement le bruit de pas dans les murs. Pas des pas sur le plancher de l'appartement voisin, mais littéralement à l'intérieur de la cloison. Des pas qui montaient et descendaient, comme si quelqu'un arpentait un escalier invisible entre les 2 appartements. Elle avait secoué Vincent, qui s'était éveillé en sursaut,
Ensemble, ils avaient écouté pendant près d'1 heure cette déambulation impossible. Les pas s'arrêtaient, parfois, remplacés par ce qui ressemblait à des coups frappés contre la paroi, comme si quelqu'un tentait d'attirer leur attention. Le lendemain matin, Marie-Claire avait interrogé les voisins. L'appartement mitoyen était inoccupé depuis 6 mois, et le propriétaire n'y venait jamais la nuit. Pourtant, plusieurs résidents confirmaient avoir entendu des bruits étranges en provenance de cet logement vide. Vincent avait alors pris une décision radicale. Il avait contacté une entreprise spécialisée dans la détection de nuisances sonores. Les techniciens avaient installé des microphones sensibles dans leur appartement et procédé à des enregistrements durant plusieurs nuits. Les résultats les avaient laissés perplexes. Les appareils captaient effectivement des sons inexpliqués, mais leur origine semblait se déplacer dans l'espace, comme si la source était mobile à l'intérieur même des murs. Plus troublant encore, l'analyse spectrale révélait que ces sons contenaient des fréquences impossibles à produire par des phénomènes naturels, classiques. Certaines fréquences étaient si graves qu'elles auraient dû être imperceptibles à l'oreille humaine, tandis que d'autres atteignaient des aigus que seuls les animaux peuvent normalement détecter. C'est à cette époque que Marie-Claire avait commencé à ressentir des effets physiques. Elle se réveillait souvent avec des maux de tête violents, une sensation de pression dans les oreilles et parfois des saignements de nez inexpliqués. Vincent présentait les mêmes symptômes qu'ils attribuaient d'abord au stress. Un médecin consulté avait évoqué la possibilité d'infrasons, ces vibrations de très basse fréquence qui peuvent provoquer des troubles physiologiques et psychologiques. Mais aucune source d'infrasons n'avait pu être identifiée dans leur environnement immédiat. Les troubles du sommeil s'aggravaient. Marie-Claire se surprenait parfois à se lever en pleine nuit, attirée par les murs comme par un aimant. Elle posait ses mains contre la paroi, sentant sous ses paumes des vibrations qui semblaient répondre à son toucher. Plus elle pressait, plus les manifestations s'intensifiaient, comme si elle alimentait un phénomène qui puisait son énergie dans le contact humain. Vincent l'avait trouvée un matin debout, face au mur de la chambre, les bras étendus, murmurant des mots incompréhensibles. Elle n'avait aucun souvenir de ce comportement, ce qui l'avait profondément troublée. Elle avait commencé à se demander si elle n'était pas en train de perdre la raison. Les recherches sur l'historique de l'immeuble avaient révélé des éléments inquiétants. Le bâtiment avait été construit en 1887 sur l'emplacement d'un ancien cimetière du XVIIIe siècle. Les corps avaient officiellement été transférés, mais les archives municipales mentionnaient des irrégularités dans le processus d'exhumation. Certaines sépultures n'avaient jamais été retrouvées. Plus troublant encore, l'immeuble avait connu une série de décès inexpliqués au fil des décennies. Des résidents étaient morts subitement dans leur sommeil, sans cause médicale apparente. D'autres avaient développé des troubles mentaux graves et avaient dû être internés. Un schéma récurrent émergeait. Tous ces incidents concernaient des appartements donnant sur la cour intérieure, exactement comme celui qu'occupaient Marie-Claire et Vincent. L'enquête avait également révélé l'existence d'un réseau de galeries souterraines sous l'immeuble, vestige de l'ancienne nécropole. Ces tunnels, officiellement condamnés,
pouvait encore servir de caisse de résonance et expliquer la propagation des bruits étranges. Mais cette explication rationnelle ne parvenait pas à apaiser l'angoisse grandissante de Marie-Claire. Elle avait commencé à tenir un journal détaillé des manifestations. Les phénomènes suivaient un cycle précis, avec des pics d'intensité tous les 28 jours, coïncidant étrangement avec son cycle menstruel. Cette corrélation l'avait d'abord troublée, puis terrifiée lorsqu'elle avait réalisé que les voix dans les murs semblaient connaître ces cycles biologiques. Les chuchotements étaient devenus plus distincts. Marie-Claire parvenait désormais à distinguer plusieurs voix différentes, toutes féminines, qui semblaient converser entre elles. Elle parlait de « la nouvelle », de « celle qui entend », et parfois, elle l'appelait par son prénom. Comment des manifestations acoustiques pouvaient-elles connaître son identité? Vincent, de son côté, développait des symptômes inquiétants. Il avait commencé à parler dans son sommeil, tenant des conversations avec des interlocuteurs invisibles. Marie-Claire l'avait enregistré plusieurs fois, découvrant avec effroi qu'il répondait aux voix qu'elle entendait elle-même dans les murs. Une synchronisation impossible s'établissait entre son mari endormi et les manifestations nocturnes. Une consultation avec un spécialiste du sommeil n'avait rien révélé d'anormal dans les phases de repos de Vincent. Ses analyses étaient parfaites, ses cycles de sommeil normaux. Pourtant, chaque nuit, il continuait ses dialogues somnambuliques avec des entités que seule Marie-Claire pouvait entendre à l'état éveillé. L'isolement social s'installait progressivement. Les amis et la famille commençaient à éviter le couple, troublés par leur apparence de plus en plus fatiguée et leur conversation obsessionnelle sur les bruits dans les murs. Marie-Claire avait perdu du poids, ses traits s'étaient creusés et ses yeux portaient en permanence l'expression de quelqu'un qui écoute attentivement. Elle avait tenté de faire appel à un prêtre, puis à un médium. Le religieux avait refusé de procéder à un exorcisme sans preuve tangible d'une présence démoniaque. Le médium, une femme d'âge moyen, qui se faisait appeler Madame Céleste, avait accepté de venir, mais avait quitté l'appartement au bout de 10 minutes, visiblement bouleversée. « Il y a trop de monde ici », avait-elle déclaré avant de partir précipitamment. « Elles sont trop nombreuses et elles sont en colère. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. » Malgré cet avertissement, Marie-Claire ne pouvait se résoudre à abandonner ce qui était devenu bien plus qu'un simple logement. Les voix dans les murs étaient devenues ses compagnes quotidiennes. Elles lui parlaient de leur vie d'avant, de leurs regrets, de leur solitude. Paradoxalement, ces présences invisibles lui procuraient un réconfort que le monde extérieur ne lui offrait plus. Elle avait appris à distinguer leur personnalité. Marguerite, qui était morte en couche en 1923, avait une voix douce et mélancolique. Simone, décédée d'une chute dans l'escalier en 1961, parlait avec amertume de son mari qui l'avait poussée. Françoise, morte d'un cancer en 1985, prodiguait des conseils de santé avec l'autorité d'une ancienne infirmière. Vincent avait fini par accepter la situation avec une résignation troublante. Il ne questionnait plus les manifestations, se contentant de hocher la tête quand Marie-Claire lui rapportait ses conversations nocturnes.
Il semblait même parfois participer consciemment aux échanges, répondant à voix haute aux questions que seule sa femme pouvait entendre. Cette nouvelle dynamique avait transformé leur relation de couple. Ils ne parlaient plus de leurs projets, de leur avenir, mais uniquement des messages transmis par les voix. Leur intimité s'était muée en une complicité malsaine autour de ces présences invisibles qui régissaient désormais leur quotidien. Marie-Claire avait remarqué que les manifestations s'intensifiaient lorsqu'elle était seule. Les voix devenaient plus insistantes, plus personnelles, cherchant à établir un contact plus intime. Elle lui demandait des services, transmettre des messages à des descendants, accomplir des rituels spécifiques ou simplement leur tenir compagnie en posant ses mains sur les murs. Elle avait commencé à obéir à ses demandes, d'abord par curiosité, puis par nécessité. Ne pas répondre aux sollicitations provoquait des manifestations de plus en plus violentes. Des objets qui tombaient, des portes qui claquaient, des odeurs nauséabondes qui envahissaient l'appartement. Satisfaire les voix ramenait le calme, mais renforçait aussi leur emprise. Le processus d'isolement du monde extérieur s'accélérait. Marie-Claire avait abandonné son travail de comptable, prétextant une dépression nerveuse. Vincent télétravaillait de plus en plus souvent, évitant les contacts avec ses collègues architectes. Leur univers se réduisait aux 4 murs de l'appartement et aux présences qui les habitaient. Les voix avaient commencé à donner des instructions précises. Elles demandaient à Marie-Claire de modifier l'aménagement de l'appartement, de déplacer les meubles selon des configurations particulières, de suspendre des objets à des endroits spécifiques. Chaque modification semblait améliorer la réception, permettant aux voix de s'exprimer plus clairement. L'appartement avait progressivement perdu son aspect de logement moderne pour ressembler à un sanctuaire dédié à ces présences invisibles. Les miroirs avaient été retournés face au mur, les appareils électroniques débranchés et de nombreuses bougies disposées selon des motifs géométriques complexes. Marie-Claire justifiait ces changements par la nécessité de créer un environnement propice à la communication. Vincent ne protestait plus contre ces transformations. Il semblait avoir intégré le fait que leur appartement n'était plus vraiment le leur, mais un espace partagé avec des occupantes antérieures qui n'avaient jamais vraiment quitté les lieux. Il participait même aux rituels nocturnes, aidant sa femme à allumer les bougies et à disposer les objets selon les instructions reçues. Les manifestations physiques s'intensifiaient. Marie-Claire découvrait parfois des marques sur sa peau au réveil, comme si des doigts invisibles l'avaient touchée pendant son sommeil. Ces traces n'étaient pas douloureuses, mais leur présence confirmait que les voix n'étaient plus confinées au royaume de l'auditif. Elle avait tenté de photographier ces marques, mais les appareils tombaient systématiquement en panne au moment crucial. Les piles se vidaient instantanément, les objectifs se voilaient, et les images obtenues ne montraient que des distorsions incompréhensibles. Les voix, semblait-il, refusaient toute forme de documentation. Vincent présentait les mêmes phénomènes cutanés, mais avec une particularité troublante. Les marques sur son corps formaient parfois des lettres, des mots, voire des phrases courtes. Marie-Claire les déchiffrait chaque matin, découvrant des messages personnels
que les voix lui destinaient à travers la peau de son mari. Cette instrumentalisation du corps de Vincent l'inquiétait, mais elle ne parvenait plus à résister à la fascination qu'exerçaient ces communications. Les messages étaient souvent prophétiques, annonçant de petits événements qui se réalisaient invariablement dans la journée. Les voix prouvaient ainsi leur capacité à percevoir l'avenir proche, renforçant leur crédibilité et leur emprise. L'appartement était devenu un espace liminal, situé entre le monde des vivants et celui des morts. Marie-Claire réalisait qu'elle et Vincent n'étaient plus vraiment des locataires, mais des gardiens, des intermédiaires chargés de maintenir ouvert un canal de communication que la modernité avait progressivement fermé. Cette prise de conscience s'accompagnait d'une transformation progressive de sa propre perception. Elle commençait à voir les voix comme des personnes réelles, avec leurs besoins, leurs désirs, leurs souffrances. Elle développait pour elle une empathie qui dépassait largement celle qu'elle ressentait pour les vivants de son entourage. Les sorties devenaient de plus en plus rares et difficiles. Le monde extérieur lui semblait bruyant, chaotique, dépourvu de la subtilité et de la profondeur que lui offraient ces échanges nocturnes. Les conversations avec les humains lui paraissaient superficielles, comparées à l'intimité qu'elle partageait avec les voix. Vincent manifestait les mêmes symptômes de désocialisation. Il avait perdu la capacité de maintenir des relations normales avec ses collègues et sa famille. Ses conversations avec les vivants étaient émaillées de références incompréhensibles au message des voix, ce qui le faisait passer pour dérangé mentalement. Le couple s'enfonçait dans un isolement de plus en plus complet, mais paradoxalement, il ne se sentait jamais seul. L'appartement grouillait de présences bienveillantes qui comblaient tous leurs besoins, affectifs et intellectuels. Pourquoi chercher la compagnie des vivants quand les morts se montraient si attentionnés? Marie-Claire avait développé la capacité de voir les voix, pas seulement de les entendre. Elles lui apparaissaient comme des silhouettes translucides, habillées selon la mode de leur époque. Marguerite portait une robe de mariée tachée de sang. Simone arborait un tailleur des années 60, froissé par la chute, et Françoise gardait sa blouse d'infirmière imprégnée de l'odeur des médicaments. Ces visions ne l'effrayaient plus. Au contraire, elles lui procuraient un sentiment de complétude qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Elle faisait partie d'une communauté invisible mais réelle, une société de femmes unies par l'expérience de la mort et la nostalgie de la vie. Vincent avait perdu la faculté de distinguer les vivants des morts. Il conversait avec les voix aussi naturellement qu'avec sa femme, leur offrant des boissons inexistantes, leur cédant sa place sur le canapé, s'excusant quand il les dérangeait dans leurs activités spectrales. Cette confusion entre les deux mondes semblait le soulager d'un poids qu'il avait porté toute sa vie sans le savoir. Les voix avaient révélé à Marie-Claire l'existence d'autres lieux sensibles dans la ville, d'autres appartements où se manifestaient des phénomènes similaires. Une cartographie invisible se dessinait, un réseau de points de contact entre les dimensions que seuls les initiés pouvaient percevoir et utiliser. Elle avait commencé à visiter ces endroits, guidée par les indications de ses compagnes spectrales. Dans chaque lieu, elle rencontrait d'autres personnes comme elle,
des récepteurs qui avaient développé la capacité de communiquer avec les défunts. Ces rencontres renforçaient sa conviction qu'elle appartenait à une communauté particulière, élue pour servir d'intermédiaire. Le monde ordinaire lui apparaissait désormais comme une illusion grossière, peuplée d'êtres inconscients qui ignoraient la richesse de l'univers invisible qui les entourait. Elle plaignait ces aveugles volontaires qui se contentaient d'une existence à une seule dimension, privés des révélations que lui offraient quotidiennement ses conversations avec l'au-delà. Vincent partageait cette vision hiérarchisée de la réalité. Il considérait leur appartement comme un temple, un lieu sacré où se manifestait une vérité supérieure. Les rares visiteurs qui s'aventuraient encore chez eux le dérangeaient, profanes, inconscients qui troublaient l'harmonie spirituelle qu'il avait tant de mal à maintenir. Les voix avaient commencé à exiger des preuves d'engagement plus concrètes. Elles demandaient à Marie-Claire de renoncer définitivement à certains aspects de sa vie d'avant, sa famille, ses amis, ses activités sociales. Chaque renonciation était récompensée par des révélations plus intimes, des secrets sur l'au-delà que peu d'humains avaient le privilège de connaître. Marie-Claire acceptait ces sacrifices avec sérénité. Elle comprenait qu'on ne pouvait servir deux maîtres, et son choix était fait depuis longtemps. Le monde des morts lui offrait une richesse spirituelle que le monde des vivants ne pourrait jamais égaler. Elle était prête à tout abandonner pour préserver ce lien précieux. L'appartement avait achevé sa transformation. Il ne ressemblait plus à un logement moderne, mais à une chapelle dédiée au culte des défunts. Les meubles contemporains avaient été remplacés par des objets d'époque, chinés selon les goûts exprimés par les voix. Chaque pièce était aménagée pour accueillir les préférences de l'une ou l'autre de ses occupantes invisibles. Vincent et Marie-Claire avaient adapté leur rythme biologique aux exigences de leurs hôtesses spectrales. Ils dormaient pendant la journée et vivaient la nuit, moment où les communications étaient les plus intenses. Leur corps s'était habitué à cette inversion, mais l'isolement social s'en trouvait encore renforcé. Les voix avaient révélé à Marie-Claire qu'elle était enceinte avant même qu'elle ne s'en rende compte. Elle lui avait annoncé le sexe de l'enfant, une fille, et avait exprimé leur joie à l'idée d'accueillir une nouvelle sensible dans leur cercle. Cette grossesse n'était pas un accident, mais l'accomplissement d'un plan qu'elles avaient discrètement orchestré. L'enfant à naître était destiné à devenir un pont encore plus puissant entre les deux mondes. Les voix expliquaient à Marie-Claire comment préparer cette naissance exceptionnelle, quel rituel accomplir, quelles précautions prendre pour que la petite fille conserve ses capacités médiumniques naturelles. Vincent accueillait cette nouvelle avec une joie mêlée d'appréhension. Il comprenait que leur fille grandirait dans un environnement peu ordinaire, mais les voix l'avaient rassuré en lui expliquant qu'elle serait protégée et guidée par une assemblée de mères spirituelles bienveillantes. La grossesse se déroulait sous la surveillance attentive des voix. Elle prodiguait des conseils nutritionnels, recommandait des positions de sommeil et prévenait Marie-Claire de tous les dangers potentiels. Cette attention constante lui procurait un sentiment de sécurité qu'aucun suivi médical conventionnel n'aurait pu lui offrir. Elle avait espacé puis abandonné les visites médicales. Pourquoi consulter des praticiens vivants
quand elle bénéficiait des conseils de Françoise, qui avait assisté à des centaines d'accouchements durant sa carrière d'infirmière. Les Voix possédaient une expérience accumulée sur plusieurs générations, une sagesse que la médecine moderne ne pouvait égaler. L'appartement se préparait à accueillir une nouvelle résidente. Les Voix guidaient Marie-Claire dans l'aménagement d'une chambre d'enfant qui respectait les traditions ancestrales. Pas de plastique moderne, pas de couleurs criardes, mais de matériaux naturels et des teintes douces qui favoriseraient le développement des facultés extrasensorielles du bébé. Vincent participait à ces préparatifs avec un enthousiasme croissant. Il confectionnait des objets artisanaux selon les indications des Voix, taillait des jouets en bois selon des modèles anciens, créait un environnement où leur fille pourrait s'épanouir en harmonie avec ses futurs guides spirituels. Les Voix avaient commencé à communiquer directement avec le fœtus. Marie-Claire sentait parfois des vibrations particulières dans son ventre quand elle s'adressait à l'enfant. Ces échanges prénataux établissaient déjà un lien privilégié entre la petite fille et ses futures protectrices. L'accouchement approchait et Marie-Claire savait qu'il aurait lieu à domicile, sous la supervision bienveillante de ses guides spectrales. Vincent avait appris les gestes de base grâce aux conseils de Françoise, transmis par l'intermédiaire de sa femme. Il n'avait besoin de personne d'autre pour accueillir cette naissance exceptionnelle. La naissance eut lieu par une nuit de pleine lune, dans l'appartement baigné de la lueur des bougies. Les Voix accompagnèrent chaque étape du processus, guidant Vincent dans son rôle d'assistant, rassurant Marie-Claire dans les moments difficiles. L'enfant vint au monde dans un silence respectueux, comme si elle comprenait déjà la solennité de l'événement. Dès ses premiers cris, la petite fille montra des signes de sa sensibilité particulière. Elle fixait des points dans l'espace où aucun adulte normal n'aurait rien perçu, souriait à des présences invisibles, semblait écouter des voix que seule Marie-Claire pouvait entendre. Elle était bien l'enfant annoncé par les Voix. Les Voix se réjouissaient de cette naissance réussie. Elles expliquaient à Marie-Claire que leur communauté venait de s'enrichir d'un nouveau membre, un être vivant, mais déjà connecté au monde des morts. Cette dualité ferait de la petite fille une médiatrice exceptionnelle quand elle aurait grandi. L'éducation de l'enfant commença dès les premiers jours. Les Voix lui parlaient directement, lui chantaient des berceuses d'un autre temps, lui racontaient des histoires que personne n'avait plus entendues depuis des décennies. La fillette grandissait en baignant dans cette culture immatérielle qui façonnait sa personnalité. Marie-Claire documentait soigneusement le développement de sa fille. Elle tenait un journal où elle notait chaque interaction entre l'enfant et les Voix, chaque signe de communication entre les mondes. Ce carnet deviendrait un jour un manuel précieux pour d'autres familles appelées à vivre la même expérience. Vincent observait sa fille avec émerveillement. Elle babillait en réponse à des stimuli que lui-même ne percevait qu'indirectement, tendait ses petits bras vers des présences bienveillantes, refusait parfois de s'endormir tant que ses protectrices spectrales ne lui avaient pas souhaité bonne nuit. L'appartement était devenu un foyer multigénérationnel unique, où coexistaient harmonieusement les vivants et les morts. La petite fille
grandissait entouré d'une assemblée de femmes aimantes, chacune apportant sa propre expertise, ses propres souvenirs, sa propre sagesse à l'éducation de l'enfant. Dieu. Les voix avaient prévenu Marie-Claire que d'autres familles sensibles les rejoindraient bientôt. L'appartement était devenu un point de ralliement, un phare dans l'univers des relations entre les mondes. D'autres couples, d'autres enfants viendraient compléter cette communauté naissante qui redéfinissait les frontières entre la vie et la mort. Marie-Claire accueillait cette perspective avec sérénité. Elle avait trouvé sa vocation, sa raison d'être, facilitatrice des communications entre les dimensions, gardienne d'un savoir ancestral, mère d'une lignée de médiums. Elle avait enfin découvert le sens de son existence. L'ancien monde, celui où elle avait vécu avant de déménager dans cet appartement, lui semblait désormais une parenthèse sans importance. Sa vraie vie avait commencé quand elle avait accepté d'entendre les voix, quand elle avait compris que le bruit qu'elle fuyait était en réalité un appel qu'elle était destinée à recevoir. Car le bruit ne les avait pas suivis par hasard. Il les avait choisis, guidés, menés jusqu'à cette révélation. Ce qu'ils avaient pris pour une nuisance était en fait un don, une invitation à rejoindre une réalité plus vaste et plus riche que celle qu'ils avaient connue jusque-là. Vincent partageait cette compréhension. Ils ne regrettaient plus leur ancienne vie, leurs ambitions professionnelles, leurs relations sociales, conventionnelles. Tout cela lui paraissait dérisoire face à la mission qui était maintenant la leur. Maintenir ouvert le dialogue entre les mondes et transmettre cette capacité aux générations futures. Leur fille serait la première d'une nouvelle lignée, des êtres hybrides capables de naviguer naturellement entre la vie et la mort. Elle grandirait sans les préjugés qui aveuglent la plupart des humains, éduquée par des générations de femmes qui avaient franchi le seuil ultime. Les voix avaient révélé à Marie-Claire que l'humanité entrait dans une nouvelle ère, où les barrières entre les dimensions s'amenuiseraient progressivement. Les personnes comme elle étaient les pionnières de cette transition, les premières à développer les capacités nécessaires pour guider l'espèce humaine dans cette évolution. L'appartement continuait sa transformation, devenant de plus en plus un espace sacré qu'un lieu de vie ordinaire. Chaque pièce avait sa fonction rituelle, chaque objet son importance symbolique. Marie-Claire y officiait comme une prêtresse, Vincent comme un gardien, leur fille comme une vestale en formation. Les manifestations sonores qui les avaient tant inquiétés au début n'étaient plus perçues comme du bruit, mais comme une symphonie complexe où chaque voix apportait sa contribution à une harmonie supérieure. Marie-Claire avait appris à distinguer les nuances, les intentions, les émotions qui coloraient cette musique immatérielle. Elle comprenait maintenant pourquoi les voix les avaient suivis lors de leur premier déménagement. Elle ne s'attachait pas aux lieux, mais aux personnes capables de les entendre. Marie-Claire et Vincent portaient en eux cette capacité rare, ce don qui faisait d'eux des récepteurs privilégiés pour les messages de l'au-delà. Le bruit n'était pas une nuisance qu'ils subissaient, mais une communication qu'ils avaient appris à décoder. Leur fuite initiale n'avait été qu'une étape nécessaire, un moyen pour les voix de tester leur détermination et de les mener vers l'endroit approprié pour établir un contact durable.
car dans ce nouvel appartement, construit sur d'anciennes sépultures, les conditions étaient idéales pour maintenir ouvert le pont entre les mondes. L'histoire du lieu, imprégnée de mort et de mémoire, facilitait les manifestations et permettait aux voix de s'exprimer avec une clarté qu'elles n'avaient jamais atteinte ailleurs. Marie-Claire mesurait la chance extraordinaire qui avait été la leur. Parmi tous les humains de la ville, les voix les avaient choisis, eux, pour devenir leurs interprètes et leurs gardiens. Cette responsabilité l'honorait et donnait un sens profond à une existence qui avait longtemps lui avoir paru dépourvue de direction. Vincent avait abandonné ses projets d'architecture pour se consacrer entièrement à l'aménagement de leur temple domestique. Il concevait maintenant des espaces sacrés, des configurations propices aux manifestations, des agencements qui optimisaient les flux d'énergie entre les dimensions. Leur fille grandissait dans cette atmosphère particulière, développant naturellement des capacités que la plupart des enfants perdent en vieillissant. Elle conversait couramment avec les voix, dessinait leurs portraits avec une précision troublante, reproduisait leurs gestes et leurs expressions avec une fidélité qui dépassait l'imagination enfantine. Les voix avaient annoncé que d'autres enfants sensibles naîtraient bientôt dans la ville, fruit de l'influence croissante qu'elles exerçaient sur les couples réceptifs. Une génération nouvelle émergeait, naturellement connectée aux deux mondes, capable de restaurer l'équilibre perdu entre les vivants et les morts. Marie-Claire anticipait avec impatience le moment où ces familles se retrouveraient, où leurs enfants pourraient grandir ensemble, dans la compréhension mutuelle de leurs dons exceptionnels. L'isolement social qu'elle avait connu appartenait au passé. L'avenir promettait une communauté riche et solidaire. L'appartement était devenu bien plus qu'un foyer. C'était un sanctuaire, un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à établir le contact avec leurs proches disparus. Marie-Claire y accueillait régulièrement des visiteurs en quête de réponses, guidés vers elle par les voix qui tissaient un réseau invisible à travers la ville. Chaque consultation renforçait sa conviction d'avoir trouvé sa véritable vocation. Elle aidait les endeuillés à retrouver la paix, facilitait les réconciliations posthumes, transmettait les messages que les défunts n'avaient pas eu le temps de communiquer. Son don apportait du réconfort à des dizaines de personnes qui avaient perdu tout espoir. Vincent l'assistait dans cette mission, préparant l'espace pour les séances, accueillant les visiteurs, veillant au bon déroulement des communications. Il avait trouvé dans ce rôle d'auxiliaire une satisfaction professionnelle que ses projets architecturaux ne lui avaient jamais procurée. Les voix étaient satisfaites de voir leur influence s'étendre au-delà des murs de l'appartement. Elle guidait Marie-Claire dans ses consultations, lui soufflait les mots justes, l'aidait à interpréter les signes que les autres défunts tentaient de transmettre. Cette collaboration étroite faisait d'elle une médium exceptionnellement fiable. L'ancienne Marie-Claire, celle qui fuyait le bruit et cherchait le silence, lui paraissait maintenant une étrangère. Cette femme, ignorante et apeurée, avait laissé place à une initiatrice sereine, une passeuse entre les mondes, une gardienne de secrets millénaires. La transformation était si profonde qu'elle avait l'impression d'être née une seconde fois. Vincent avait vécu la même métamorphose.
l'architecte rationnel et cartésien avait cédé la place à un mystique pragmatique, un bâtisseur de ponts immatériels, un artisan de l'invisible. Il ne regrettait rien de son ancienne vie, conscient d'avoir accédé à un niveau de réalité supérieur. Leur fille incarnait l'aboutissement de cette évolution. Née dans ce monde liminal, élevée par une assemblée de mères biologiques et spirituelles, elle grandissait sans les limitations que la société impose habituellement aux perceptions humaines. Elle était la promesse d'un avenir où la communication avec les morts redeviendrait naturelle. Les voix leur avaient révélé que l'humanité avait autrefois possédé ses capacités, avant que la modernité ne les fasse oublier. Les progrès techniques, l'urbanisation, la rationalisation du monde avaient progressivement coupé les liens ancestraux entre les vivants et les défunts. Des familles comme la leur contribuaient à restaurer ces connexions perdues. Marie-Claire comprenait qu'elle participait à un mouvement historique de grande ampleur. Les voix n'étaient pas des manifestations isolées, mais les avant-gardes d'un changement profond qui affecterait progressivement toute l'espèce humaine. Elle avait l'honneur d'être l'une des premières à accueillir cette évolution. L'appartement était devenu le théâtre d'une révolution silencieuse. Dans ce lieu apparemment ordinaire, se jouait une transformation qui pourrait un jour modifier la perception que l'humanité a de la mort et de l'au-delà. Marie-Claire et Vincent en étaient les témoins privilégiés et les agents conscients. Le bruit qui les avait tant dérangés au début s'était mué en une symphonie complexe et harmonieuse. Chaque voix apportait sa contribution à cette œuvre collective, créant une polyphonie qui berçait leur journée et leur nuit. Ils avaient appris à distinguer les mélodies individuelles dans ce concert permanent. Parfois, de nouvelles voix se joignaient au cœur, des défuntes récentes, encore désorientées par leur passage dans l'au-delà, attirées par la lumière spirituelle que dégageait l'appartement. Marie-Claire les accueillait avec bienveillance, les aidait à s'intégrer à la communauté, leur enseignait les règles de la communication avec les vivants. Cette fonction d'accueil renforçait son statut de passeuse entre les mondes. Elle était devenue un phare pour les âmes errantes, un refuge pour les consciences perdues dans les limbes de la transition post-mortem. Sa réputation dans l'au-delà grandissait, attirant vers elle des présences de plus en plus nombreuses. Vincent observait cette expansion avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. L'appartement débordait maintenant d'activités invisibles, grouillant de présence, qui se manifestaient à tout moment. Leur intimité de couple en était affectée, mais il acceptait ce sacrifice comme le prix à payer pour leur mission exceptionnelle. Leur fille grandissait au centre de cette effervescence spirituelle. Elle interagissait naturellement avec les dizaines de voix qui peuplaient désormais leur foyer, apprenant de chacune, recevant les leçons d'une éducation que nulle école terrestre n'aurait pu lui offrir. Elle était l'héritière d'un savoir accumulé sur plusieurs générations. Les voix veillaient sur elle avec une attention particulière, conscientes qu'elle représentait l'avenir de leur communication avec le monde des vivants. Elle lui transmettait leurs connaissances, leurs expériences, leur sagesse, faisant d'elle le dépositaire d'une tradition orale immatérielle qui ne devait jamais se perdre. Marie-Claire documentait méticuleusement cet enseignement hors du commun. Elle compilait les leçons des voix, transcrivait leurs récits,
préservait leurs conseils pour les générations futures de médiums. Ce travail de scribe l'occupait une grande partie de ses journées et lui procurait une satisfaction intellectuelle profonde. L'appartement s'était transformé en bibliothèque vivante, où chaque pièce était consacrée à un aspect particulier du savoir des défuntes. La cuisine résonnait des recettes et des conseils culinaires de plusieurs époques. Le salon accueillait les récits historiques et les témoignages sur les transformations sociales. La chambre était dédiée aux secrets de l'intimité et de la maternité. Vincent avait aménagé un atelier où les voix lui dictaient des projets artisanaux inspirés des traditions ancestrales. Il reproduisait des objets oubliés, restaurait des techniques perdues, créait des œuvres qui matérialisaient la culture immatérielle de ses guides spectrales. Cet artisanat spirituel donnait une forme tangible au patrimoine des défuntes. Leur fille participait déjà à ces activités créatrices. Elle dessinait les portraits de ses protectrices invisibles, modelait des figurines qui captaient leur essence, reproduisait leurs gestes dans des danses qu'elle était seule à voir. Son talent artistique précoce impressionnait même les voix qui l'encourageaient dans cette voie. L'influence de la famille s'étendait au-delà de l'appartement. D'autres personnes sensibles venaient frapper à leur porte, attirées par les rumeurs qui circulaient dans les milieux ésotériques parisiens. Marie-Claire les accueillait avec chaleur, heureuse de partager son expérience et d'élargir le cercle des initiés. Ces rencontres donnaient naissance à un réseau informel de médiums et de récepteurs qui s'entraidaient dans leur quête spirituelle. Ils échangeaient leurs techniques, comparaient leurs expériences, s'encourageaient mutuellement dans leurs moments de doute. Marie-Claire occupait naturellement une position centrale dans cette communauté naissante. Les voix approuvaient cette extension de leur influence. Elle guidait Marie-Claire dans le choix de ses disciples, lui indiquant quelles personnes possédaient le potentiel nécessaire pour développer leurs capacités médiumniques. Cette sélection rigoureuse garantissait la qualité des communications et préservait l'intégrité du message. L'appartement était devenu une école informelle où s'enseignait un art millénaire redécouvert. Les élèves venaient apprendre à distinguer les différents types de voix, à interpréter les signes, à canaliser les énergies spirituelles. Marie-Claire transmettait généreusement son savoir, consciente de participer à la renaissance d'une tradition oubliée. Vincent enseignait les aspects plus techniques de la communication avec les défunts. Il expliquait comment aménager l'espace pour optimiser les manifestations, quels objets utiliser pour faciliter les contacts, comment créer les conditions propices aux échanges entre les mondes. Son approche pragmatique complétait parfaitement l'intuition spirituelle de sa femme. Leur fille observait ces enseignements avec curiosité, absorbant naturellement des connaissances que les adultes peinaient à assimiler. Elle corrigeait parfois les erreurs de ses parents, transmettait des précisions que les voix lui confiaient directement, faisait la démonstration de techniques que personne ne lui avait explicitement enseignées. Les voix avaient révélé que l'enfant possédait des capacités exceptionnelles, même pour une lignée de médiums. Elle était destinée à devenir une passeuse majeure, capable d'établir des ponts durables entre les dimensions.
Son éducation nécessitait donc des précautions particulières pour préserver et développer ce don rare. Marie-Claire adaptait l'instruction de sa fille aux exigences de cette mission future. Elle lui apprenait à gérer les flux d'énergie spirituelle, à se protéger des influences négatives, à distinguer les voix bienveillantes des présences malveillantes. Cette formation précoce donnerait à l'enfant les outils nécessaires pour exercer son don en toute sécurité. L'appartement évoluait constamment pour s'adapter aux besoins croissants de cette école spirituelle. Chaque pièce se spécialisait davantage. Chaque objet trouvait sa fonction dans l'économie générale du lieu. L'espace domestique s'était mué en un temple complexe où chaque détail avait son importance symbolique et pratique. Les voix supervisaient ces aménagements avec une attention méticuleuse. Elles indiquaient les emplacements optimaux pour chaque élément, les orientations favorables, les matériaux appropriés. Leur expertise séculaire guidait la transformation physique du lieu pour en faire un instrument parfait de communication interdimensionnelle. Marie-Claire mesurait le chemin parcouru depuis leur premier déménagement, motivé par la fuite du bruit. Ce qu'ils avaient perçu comme une nuisance s'était révélé être un appel, une invitation à rejoindre une réalité plus vaste et plus riche. Leur résistance initiale n'avait été qu'une étape nécessaire de leur initiation. Elles comprenaient maintenant que les voix les avaient patiemment guidés vers cette révélation. Chaque manifestation sonore, chaque trouble nocturne avait été calculé pour éveiller progressivement leur sensibilité. Les défuntes avaient orchestré avec subtilité leur conversion à cette nouvelle forme de conscience. Vincent partageait cette compréhension rétrospective. Il remerciait silencieusement les voix de leur persévérance, de leur refus de les laisser s'enliser dans une existence ordinaire. Sans leur intervention bienveillante, il serait resté un architecte conventionnel, ignorant de sa véritable vocation de bâtisseur de ponts spirituels. Leur fille grandissait dans la pleine conscience de cette histoire familiale. Les voix lui racontaient les péripéties de la conversion de ses parents, les résistances qu'il avait fallu vaincre, les étapes qu'il avait fallu franchir. Ces récits nourrissaient sa compréhension de la mission qui l'attendait. L'appartement résonnait désormais d'une activité permanente. Les voix ne se contentaient plus de simples conversations. Elles orchestraient des cérémonies complexes, guidaient des rituels élaborés, organisaient des célébrations qui marquaient le calendrier spirituel de leur communauté hybride. Marie-Claire officiait lors de ces événements, avec la gravité d'une prêtresse accomplie. Elle avait développé un sens aigu du sacré, qui transformait les actes les plus simples en gestes rituels chargés de signification. Sa présence conférait une dimension solennelle aux moindres échanges avec l'au-delà. Vincent l'assistait avec la précision d'un servant expérimenté. Il préparait les espaces, disposait les objets, créait les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement des cérémonies. Son rôle d'organisateur discret était essentiel à la réussite de ces manifestations spirituelles complexes. Leur fille participait à ces rituels avec un naturel déconcertant. Elle connaissait instinctivement sa place dans les cérémonies, accomplissait spontanément les gestes appropriés, réagissait aux signaux invisibles que lui adressaient ses protectrices spectrales.
Sa participation enrichissait les célébrations d'une dimension prophétique. Les voix exprimaient leur satisfaction de voir leur influence s'épanouir dans cette harmonie familiale. Elles avaient trouvé, en Marie-Claire, Vincent et leur fille, les instruments parfaits pour restaurer le dialogue entre les mondes. Cette réussite les encourageait à étendre leur action à d'autres foyers réceptifs. L'appartement était devenu le centre d'un réseau spirituel qui s'étendait progressivement à travers la ville. D'autres lieux de contact s'activaient, d'autres familles développaient leur capacité médiumnique, d'autres enfants naissaient avec le don de communication interdimensionnelle. Marie-Claire coordonnait discrètement cette expansion, guidée par les voix qui lui indiquaient les priorités et les stratégies. Elle visitait les nouveaux foyers sensibles, formait les médiums débutants, veillait à la cohérence du message transmis par l'ensemble du réseau. Sa réputation de passeuse accomplie lui conférait une autorité naturelle dans cette communauté spirituelle émergente. Les voix lui avaient révélé l'ampleur de leur projet. Il ne s'agissait pas simplement de rétablir quelques communications isolées, mais de préparer l'humanité à une transformation profonde de sa relation avec la mort. Les médiums, comme Marie-Claire, étaient les avant-gardes de cette révolution spirituelle qui affecterait progressivement toute l'espèce. Cette perspective grandiose donnait un sens cosmique aux efforts quotidiens de la famille. Chaque conversation avec les voix, chaque rituel accompli, chaque enseignement transmis contribuait à cette œuvre collective de régénération spirituelle. Marie-Claire se sentait honorée de participer à un mouvement historique de cette ampleur. Vincent mesurait lui aussi l'importance de leur contribution. Son travail d'aménageur d'espaces sacrés, ses créations artisanales inspirées par les voix, ses techniques de facilitation des communications participaient à l'édification d'un nouveau mode de relation entre les vivants Endless More. Leur fille incarnait l'avenir de cette entreprise. En grandissant, elle développerait les capacités nécessaires pour devenir une passeuse majeure, capable d'établir des ponts durables entre les dimensions. Elle formerait à son tour d'autres médiums, transmettrait le savoir accumulé, perpétuerait la tradition ressuscitée. L'appartement continuait d'évoluer, s'adaptant aux besoins croissants de cette mission spirituelle. Chaque modification était dictée par les voix qui optimisaient constamment les conditions de communication. Le lieu se perfectionnait, devenant un instrument de plus en plus efficace de dialogue interdimensionnel. Marie-Claire dirigeait ces transformations avec l'assurance d'une architecte de l'invisible. Elle comprenait instinctivement les besoins spécifiques de chaque type de manifestation, les exigences particulières de chaque type de manifestation. Elle orchestrait, affinait, rectifiait, jusqu'à sentir l'espace répondre comme un instrument accordé. Puis, un soir d'équinoxe, quelque chose changea. La maison se fit calme, non pas apaisée, mais suspendue, comme si l'air s'était retiré d'un pas. Les chuchotements s'étaient tus. Les murs, pour la première fois depuis si longtemps, ne vibraient plus sous la paume. Marie-Claire resta immobile, étonnée par cette absence. La petite s'était déjà levée, pieds nus, et avançait vers la cloison de la chambre, celle où avaient commencé les premiers grattements. Elle y posa la main et sourit. Un sourire d'accord, tacite. Vincent s'approcha
sans parler. Le plâtre céda sous leurs doigts, avec la docilité d'une peau. Ce n'était pas une brèche, pas une profanation, plutôt l'ouverture d'un couvercle oublié que la maison elle-même leur offrait. Derrière, pas de couloir, ni de galerie visible, seulement une pénombre compacte traversée d'un souffle tiède. Une odeur légère de cire et de terre humide montait, inexplicablement douce. La petite tendit le bras dans l'ombre et retira sa main vide, mais ses yeux disaient qu'elle avait touché. Marie-Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'entrer. Il s'agissait de rendre. Elle prit le carnet où elle avait consigné tant d'heures et, page après page, relut silencieusement les noms reçus, les gestes appris, les recettes, les prières, les confidences, les repentirs. À chaque nom prononcé à voix basse, un frisson passait dans la chambre. Vincent, d'un mouvement simple, déposa sur le sol quelques objets façonnés, selon les goûts qu'on leur avait dictés, enjeu modeste d'une conversation devenue immense. La petite, sérieuse, ferma les yeux et répéta une phrase ancienne que Françoise lui avait apprise, une phrase de passage, sobre comme un salut. Alors les voix revinrent, mais autrement. Elles ne parlaient plus depuis les murs ni contre eux. Elles parlaient en dedans, au creux des corps, avec une clarté qui n'avait plus besoin d'écho. Elles remercièrent, une à une, sans plainte ni exigence, et laissèrent derrière chaque remerciement une place libre, comme une chaise, enfin rendue à la table. Elles expliquèrent, sans insister, que tout avait été conduit vers ce moment. On leur avait demandé de bâtir, elles avaient bâti. On leur demandait à présent de délier. La maison respira plus largement. Dans la cour intérieure, un courant frais se leva, balayant la cire des bougies et la fatigue accumulée de tant de veille. Marguerite dit qu'elle n'avait plus mal. Simone dit qu'elle avait cessé de tomber. Françoise dit qu'elle pouvait enfin dormir. D'autres prirent congé par une simple impression de présence qui s'éloigne, sans s'éteindre, comme une lampe transportée dans une autre pièce. La petite rit, un rire clair qui fit trembler un instant la flamme la plus proche. Marie-Claire sentit la peur résiduelle, cette peur dont elle n'avait jamais avoué la persistance, se détacher d'elle comme un vêtement trop lourd. Elle sut que leur œuvre ne disparaissait pas avec les voix. Elle changeait de forme. Le temple n'était pas destiné à demeurer une chapelle close. Il deviendrait un passage qui s'ouvre et se referme selon la saison des besoins. Vincent regarda ses mains d'artisan et y reconnut non plus la mission de construire sans fin, mais celle, plus subtile, d'enseigner à défaire. Il rangerait les miroirs, rendrait aux meubles leur place d'usage, laisserait des traces discrètes pour ceux qui, plus tard, auraient besoin d'apprendre. Il se promit de ne rien sacraliser qui fige. Les voies les plus sûres sont celles qu'on peut oublier sans les perdre. Dans les semaines qui suivirent, la maison garda une sorte de lumière sèche, presque diurne, même au cœur de la nuit. Les anciennes venues s'étaient retirées, et d'autres, passagères, frôlaient parfois le seuil sans s'y suspendre. L'enfant, qui ne confondait jamais l'invisible et l'imaginaire, apprit à écouter moins souvent et mieux. Elle savait maintenant que l'attention est un don qui peut devenir exigence et qu'il faut doser le don. Marie-Claire reprit des habitudes simples. Elle réapprit le café du matin, l'odeur du pain encore chaud, les conversations qui ne prétendent à rien d'autre qu'à être dites. Elle n'abandonna pas sa charge.
elle la cite autrement, plus bas, plus humainement. Lorsqu'on venait sonner à leur porte, elle n'ouvrait plus sur un sanctuaire, mais sur un salon vivant. Elle n'appelait les voix que lorsque la demande était juste et que la présence des vivants avait d'abord fait tout ce qu'elle pouvait. Un soir, la concierge, qui avait tant redouté l'appartement, monta avec une vieille boîte de clés sans serrure. Elle demanda simplement si, parmi toutes ces clés, une trouverait encore une porte. La petite les essaya l'une après l'autre dans le creux du mur refermé, non pour forcer, mais pour saluer. Et ce fut assez pour que la femme parte rassurée, persuadée qu'elle n'avait plus à craindre les nuits. La carte invisible que les voix avaient dessinée dans la ville ne s'effaça pas. Elle se simplifia. Les lieux sensibles continuèrent d'exister, mais ils cessèrent d'engloutir. On y entrait, on en sortait. Les familles apprenaient à ménager le passage comme on entr'ouvre une fenêtre pour aérer, sans transformer la maison en courant d'air. Le jour où la petite fit ses premiers pas dans la cour, un pigeon vint se poser sur la balustrade et inclina la tête, cérémonieux et comique à la fois. Marie-Claire se mit à rire. Elle se dit qu'il fallait garder ce rire comme on garde une lampe d'appoint, pour les instants où l'ombre s'allonge. Elle se dit aussi que la modernité n'est pas l'ennemi des voix, et que la sagesse ancienne n'est pas l'ennemi des lampes électriques. Elle promit intérieurement de ne plus opposer là où il suffisait d'articuler. Une nuit claire, sans vent, l'appartement offrit un dernier signe. Au point exact où s'ouvrait autrefois la pénombre, la peinture sécha avec un grain différent, presque imperceptible. C'était une cicatrice élégante, un souvenir sans douleur. La petite posa la main sur l'endroit et déclara, avec l'autorité tranquille des évidences, que la porte n'était pas fermée, seulement au repos. Alors seulement Marie-Claire sentit que le cycle initial, celui qui avait commencé par des grattements et des peurs, était achevé. Elle ne chercha pas un grand final. Elle remercia à voix nue, remercia les femmes, remercia la maison, remercia le bruit qui s'était fait langue, et la langue qui savait, désormais, se taire. Elle sut qu'elles seraient appelées encore, ailleurs ou ici, mais qu'elles avaient appris l'essentiel. On n'habite pas un mystère pour s'y perdre, on l'habite pour y faire place. La nuit suivante fut parfaitement simple. Ni craquement, ni marche dans la cloison, ni chuchotement. Un silence plein, habité, un silence qui ne nie rien. Marie-Claire s'endormit sans veiller. Dans son rêve, l'appartement respirait comme une personne qu'on aime. Et au matin, quand le soleil posa sur le parquet sa première nappe claire, elle comprit sans tristesse que les voix avaient toujours voulu en arriver là, à cette ligne nette où l'on se passe le relais sans effort. Elle prit la main de Vincent, prit la main de l'enfant, et toutes les trois, car la maison comptait aussi, elles restèrent un moment sans bouger. L'air vibrait très légèrement, non de paroles, mais d'accords. Et Marie-Claire, avec la précision paisible qu'elle s'était forgée, formula la phrase qui clôt les longs récits et ouvre les jours ordinaires. Elle dit simplement que tout est en place. Ce fut leur fin et leur commencement, tenus ensemble par un fil invisible dont personne désormais n'avait besoin de vérifier la solidité, car le silence, elle l'avait appris, parle aussi, et ce qu'il dit suffit.